En 2008, un enfant de 6 ans disparaît dans les Alpes françaises et personne ne l'a jamais revu. Voici l'affaire Léo Ballet. Nous sommes dans le massif du Taillefer, en Isère, un lieu magnifique, mais sauvage et dangereux. Le 27 juillet 2008, Léo campe avec son père et 3 amis près du lac Fourchu. Vers 17h30, ils partent voir une cascade, à un peu plus d'1 kilomètre de là. Léo les suit, puis soudain, il disparaît. Les appels résonnent, mais aucune réponse. La panique s'installe. Rapidement, les secours arrivent. Des hélicoptères survolent la montagne, des chiens pisteurs suivent son odeur, des gendarmes fouillent la forêt, des plongeurs inspectent le lac. Mais rien. Pas une trace. Comme si Léo s'était volatilisé. Alors, que s'est-il passé? Accident? Chute fatale? Une rencontre inquiétante? Ou bien quelque chose d'encore plus mystérieux? Plus de 15 ans plus tard, personne n'a jamais su ce qu'il est devenu. Le mystère de Léo Ballet hante toujours les montagnes du Taillefer. Et toi, que penses-tu qu'il s'est passé? Abonne-toi pour ne pas rater l'épisode 2. En novembre 2023, à Châteauvillain, un petit village de l'Isère. En pleine nuit, une maison s'embrase. Quand les pompiers arrivent, ils découvrent 2 corps calcinés. Ce sont les parents de Valentin, un adolescent de 15 ans. Mais lui, a mystérieusement disparu. Très vite, l'affaire devient nationale. Les enquêteurs fouillent, les voisins s'interrogent. Valentin est-il une victime ou bien le coupable? Pendant 6 jours, toute la France suit cette cavale inexpliquée. Puis, coup de théâtre. Valentin est retrouvé à Montpellier. Lors de son audition, il avoue. C'est lui qui a tiré sur ses parents avec une carabine avant de mettre le feu à la maison pour effacer les preuves. 2 ans plus tard, en mars 2025, le verdict tombe. Valentin, à peine âgé de 17 ans, est condamné à 12 ans de réclusion criminelle et 7 ans de suivi socio-judiciaire. Un crime glaçant qui laisse une question terrifiante. Comment un adolescent peut-il basculer au point de tuer ceux qui l'ont élevé? Et toi, que penses-tu de cette affaire? Abonne-toi pour ne pas manquer l'épisode 3. En août 2020, à Lyon, place Bellecour. Augustin, 17 ans, dit avoir défendu 2 jeunes filles importunées par un groupe. Quelques minutes plus tard, il est frappé, blessé à la mâchoire, et l'affaire explose sur les réseaux sociaux. Son frère publie « Mon frère a été lynché par 5 individus ». En quelques heures, les médias s'enflamment, les hashtags s'accumulent, et tout le monde cherche la vérité. Mais l'enquête va révéler une autre histoire. Les témoins affirment qu'il n'y a pas eu de lynchage. Juste un coup de poing unique, qui lui a pourtant fracturé la mâchoire. Le parquet confirme, pas de bande organisée, pas de tabassage. Une simple altercation transformée en scandale national. Un exemple parfait de la puissance et du danger des réseaux sociaux. Et toi, que penses-tu? Véritable victime ou rumeur amplifiée? Abonne-toi pour découvrir l'épisode 4. En juin 2024, dans la petite ville de Nueve de Julio en Argentine, Loan, 5 ans, joue chez sa grand-mère. Après le déjeuner, il part cueillir des oranges et disparaît soudainement sans laisser de traces. La police et les habitants se mobilisent immédiatement avec des recherches sur le verger et les environs. Une chaussure abandonnée est retrouvée et des analyses ADN révèlent des indices inquiétants. Plusieurs membres de la famille sont interrogés et mis en examen, et un possible réseau de trafic d'enfants est évoqué. L'affaire choque le pays. Marche, vigile, alerte sur les réseaux sociaux. Malgré les recherches et les investigations, Loan reste porté disparu et le mystère demeure entier. L'enquête continue et de nouvelles révélations pourraient bientôt émerger. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes. Ezra Miller, star de The Flash et les Animaux Fantastiques, était l'un des acteurs les plus prometteurs d'Hollywood. Jusqu'à ce que tout bascule. En 2020, une vidéo choque Internet. Ezra attrape une femme par le cou dans un bar. L'affaire est étouffée, mais ce n'est que le début. En 2022, il est arrêté plusieurs fois pour violence, troubles dans des bars, accusations d'agression. Puis, un cambriolage dans le Vermont. Ezra plaide coupable, évite la prison, et les médias s'enflamment. Plus inquiétant encore, une jeune femme de 18 ans disparaît avec lui. Des proches l'accusent de manipulation et de dérive sectaire. Certains disent qu'Ezra se prenait pour un messie. Alors, artiste génial en pleine crise ou danger public? Aujourd'hui, Ezra affirme suivre un traitement pour ses troubles mentaux, mais sa carrière est brisée et le monde se demande. Ezra Miller peut-il revenir ou est-il déjà perdu? Abonne-toi et commente dans les commentaires pour découvrir l'épisode 5. Gabriel, 11 ans, vit dans un immeuble ancien. Chaque nuit, il entend une porte s'ouvrir quelque part, mais aucune n'est ouverte le matin. Intrigué, il décide de poser son téléphone dans le couloir pour enregistrer ce qui se passe pendant la nuit. Le lendemain,
Il découvre un grincement enregistré à 3h12 du matin, suivi d'un souffle étrange. Pourtant, sur la vidéo, le couloir reste parfaitement vide. Ses parents pensent à un simple bruit de bâtiment ancien, mais les nuits suivantes, les sons deviennent de plus en plus proches. Un soir, Gabriel se réveille en sursaut et remarque que sa porte de chambre est légèrement entrouverte, alors qu'il avait fermé. Dans le couloir, une respiration lente et irrégulière semble flotter dans l'air. Lorsqu'il allume la lumière, tout disparaît instantanément. Depuis ce jour, Gabriel dort toujours la porte verrouillée, mais presque chaque nuit, la poignée s'agite doucement, comme si quelque chose de l'autre côté attendait simplement qu'on lui ouvre. À l'automne 2023, en Haute-Savoie, Alexis, 11 ans, part en randonnée avec son groupe scolaire. La journée devait être simple, jusqu'à ce que tout bascule. En s'approchant d'un point de vue, le sol humide s'effondre sous ses pieds. Alexis glisse et disparaît dans un ravin de plus de 15 mètres. Les accompagnateurs appellent les secours. Le PGHM, les pompiers et un hélicoptère Dragon 74 se déploient en urgence. Le temps joue contre eux, la nuit tombe. Après de longues minutes, ils repèrent enfin Alexis, coincé sur une petite plateforme, incapable de bouger. Il est conscient, mais terrorisé. Les secouristes descendent en rappel dans la paroi. Le terrain est glissant, dangereux. Le moindre faux pas pourrait être fatal. Ils atteignent Alexis, le sécurisent et le hissent lentement vers l'hélicoptère malgré le vent et la pluie. Contre toute attente, Alexis s'en sort. Quelques égratignures et une peur qui restera à vie. Le lendemain, sa famille remercie publiquement les secours. Un sauvetage réel qui aurait pu se terminer bien plus mal. Denzel Valentine grandit dans le Michigan. Son père, ancien joueur, lui met un ballon de basket dans les mains dès 4 ans. Très vite, le basket devient toute sa vie. Mais jeune, Denzel apprend qu'il a un souffle au cœur. Les médecins doutent qu'il puisse un jour jouer à haut niveau, mais lui refusent d'abandonner. Au lycée puis à Michigan State, son talent explose. Il devient l'un des joueurs les plus complets du pays. En 2016, il est élu meilleur joueur universitaire. Cette même année, il est sélectionné par les Chicago Bulls lors de la draft NBA. Mais sa carrière NBA est freinée par des blessures au genou. Pourtant, Denzel persévère. Il travaille en silence, joue en G-League, se bat pour revenir. En 2024, il retrouve un rôle important grâce à sa vision de jeu et sa créativité. Denzel Valentine est la preuve qu'un rêve ne s'arrête jamais tant que tu n'abandonnes pas. Paris, 1940. Les chars allemands défilent sur les pavés, mais au musée du jeu de paume, le combat est d'une toute autre nature. Au milieu des officiers nazis qui pillent les plus grandes collections d'art de France, une femme circule comme une ombre, Rose Valland. Elle porte une blouse grise, des lunettes strictes et un chignon serré. Pour les soldats de l'occupant, elle n'est qu'une employée de bureau insignifiante, une présence technique presque invisible. Ils parlent devant elle sans filtre, rient de leur vol et planifient les convois vers l'Allemagne. Ils font une erreur fatale, ils sont persuadés qu'elle ne comprend pas un mot d'allemand. En réalité, Rose saisit chaque syllabe. Dans le silence de son bureau, ses yeux scannent les étiquettes sur les caisses. Elle mémorise les noms des propriétaires spoliés, les titres des tableaux de Picasso ou de Vermeer, et surtout, les destinations finales. Des mines de sel ou des châteaux isolés en Bavière. La nuit, le danger change de visage. Dans la solitude de son petit appartement, Rose sort un carnet secret. D'une écriture serrée, elle y consigne l'emplacement de milliers de chefs-d'œuvre. Chaque ligne est un acte de résistance qui peut la conduire devant un peloton d'exécution. Elle transmet discrètement des informations à la résistance pour éviter que les trains remplis de tableaux ne soient bombardés par les Alliés. Elle sabote les inventaires, égare des dossiers, gagne du temps. Pendant 4 ans, Rose Valland ne dit rien. Elle encaisse les ordres, subit les humiliations des officiers et assiste, impuissante mais lucide, au vidage des musées français. Son visage reste de marbre, mais sa mémoire devient une archive de guerre. Août 1944. Paris est libéré. Alors que la foule exulte, Rose sort de l'ombre. Elle ne brandit pas d'armes, mais son petit carnet de notes. Elle rejoint les monuments Men et les guide avec une précision chirurgicale à travers l'Allemagne en ruine. Grâce à son silence héroïque, plus de 60 000 œuvres d'art seront retrouvées et rendues à leurs propriétaires. Rose Valland s'est éteinte dans l'anonymat relatif, emportant avec elle le secret de son courage, prouvant au monde que parfois, le silence est l'arme la plus bruyante de l'histoire.